c'est autour de 17 heures, lorsqu'un policier se rend sur la plage de Bertioga, au Brésil, après avoir reçu un appel. Il y a un homme qui est étendu dans le sable et un couple, donc un autre homme et une femme, qui se trouvent à ses côtés. L'homme va expliquer que l'homme qui est sur le sol nageait et que subitement, il a ressenti un malaise et il est tombé, comme ça, raide mort. Cet homme qui a été connu pendant plusieurs années sous une fausse identité se révélera quelques années plus tard comme étant le fugitif le plus célèbre, ou enfin l'un des plus célèbres de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, Joseph Mengele. Après une fuite qui aura duré plus de 35 ans, cet homme, Joseph Mengele, est décédé en nageant d'un simple AVC. Il n'aura jamais été jugé pour tous les crimes qu'il a commis. Alors sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux, et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans le crime d'aujourd'hui. Joseph Mengele naît le 16 mars 1911 à Günzburg, en Bavière. La famille Mengele possédait une très grande entreprise agricole et c'était en fait cette famille qui dominait vraiment la Bavière parce que c'était pas mal la seule entreprise qui avait des machines, donc de la machinerie agricole, et c'était vraiment à eux qu'on achetait ces machines. La famille Mengele était composée de 3 garçons, donc on avait Karl Jr. qui était l'aîné, on avait Joseph Mengele et on avait le petit dernier, je crois que ça se prononce Alois. On sait que le père, Karl Senior, était lui aussi un homme nazi. Alors, il était persuadé que la race supérieure était évidemment les Allemands et que toutes les autres races devaient être supprimées. On sait que Joseph était également un élève très studieux, il était assez intelligent, mais n'excellait dans aucun domaine en particulier. Il était bon dans toutes les matières. Il aimait la musique, l'art et le ski. C'était un garçon qui était plein de projets. C'était un garçon qui était très ambitieux et il rêvait de devenir médecin. Dès 1930, Joseph Mengele va terminer ses études secondaires et par la suite, il va intégrer l'université de Munich suite au fait que ses parents étaient très fiers de son choix en médecine et qu'ils l'ont vraiment poussé vers l'université de Munich. On sait qu'en 1930, déjà, la ville de Munich était le centre du parti nazi qui était déjà dirigé par Adolf Hitler. Alors là, Munich est au centre du parti nazi. Hitler est déjà au pouvoir et Joseph Mengele s'en va étudier à Munich. Évidemment que lorsqu'il va arriver à Munich, il va être délaissé premièrement, donc sa famille ne sera pas avec lui. Il va être exposé aux idéaux nazis. C'est à cet instant que je vous laisse avec le YouTuber de la chaîne Les Histovores qui va vous expliquer un peu plus le concept de ce qui se passait à cette époque. On se revoit tout de suite après. Salut Kat et merci de l'invitation. Si on veut cerner la vie de Joseph Mengele, il est impératif de faire une petite escale historique afin de poser les bases de la société allemande, mais aussi européenne dans son ensemble. Rassurez-vous, ici je ne vais pas vous élaborer toute la Seconde Guerre mondiale, ça serait beaucoup trop long. Durant le 19e siècle, l'Europe assiste à une montée des idéologies eugénistes. Prouvant leur origine de l'Antiquité, c'est par Francis Galton que le terme eugénisme, tiré du grec ancien « bien-né », est inventé. Avec l'urbanisation et la montée du travail industriel, les couches de la population se rassemblent et vivent dans des conditions précaires en ville. À force de vivre en promiscuité, les maladies infectieuses, les maladies mentales et les troubles du comportement, l'alcoolisme et la délinquance sont de plus en plus visibles par les différentes sociétés. Alors que la société industrielle était censée représenter le progrès, la science de la médecine appliqua alors ces mots à la dégénérescence. Avec la publication de l'origine des espèces par Darwin, on explique la dégénérescence de l'humanité par l'absence de la sélection naturelle. Avec ces deux théories, on naturalise et on biologise la société humaine. Ainsi donc, on estime que l'humanité ne peut parvenir à la perfection qu'avec une sélection des bons gènes. On souhaite donc réduire les individus plus faibles avec la limitation des mariages, l'enfermement ou encore la stérilisation.
En parallèle, on cherche également à valoriser les individus considérés comme supérieurs, quitte à supprimer tout le reste. L'eugénisme positif ne fut qu'appliqué que dans l'Allemagne nazie. En revanche, l'eugénisme négatif, lui, fut très répandu. On interdit tout d'abord les mariages, on enferma et surtout, on stérilisa dans le monde entier, et bien cela bien avant le nazisme. C'est donc ce contexte idéologique, en parallèle de l'antisémitisme, que l'Allemagne et ses citoyens du 19e siècle et du 20e siècle vivent et forgent leurs pensées. Joseph Mengele est né en 1911 en Allemagne, une époque marquée par des tensions politiques et sociales intenses. Son pays, sortant de la Première Guerre mondiale, est secoué par la crise économique et politique. Dans ce contexte, le nationalisme exacerbé, le chômage massif et la montée du sentiment anti-juif étaient monnaie courante. Joseph Mengele a par ailleurs grandi dans un climat où l'Allemagne était en quête de revanche après la défaite de la Première Guerre mondiale, ce qui a contribué à alimenter le sentiment nationaliste et l'essor du parti nazi. Au début des années 1930, Adolf Hitler et le parti nazi ont pris le pouvoir, promettant de restaurer la grandeur de l'Allemagne. Cette période a été marquée par une montée rapide du fascisme, de la censure et de la répression politique. Le contexte historique dans lequel Mengele a vécu était donc celui d'une Allemagne en proie à des tensions politiques, économiques et sociales, marquées par la montée du nationalisme, du fascisme et de l'antisémitisme qui ont cumulé dans l'horreur de l'Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait que la SA, qui était section d'assaut, plus précisément une organisation paramilitaire du parti nazi, qui va grandement aider Hitler à entrer au pouvoir. Lorsque Hitler entre au pouvoir, il va donc, durant la nuit en 1934, qui s'appelle la nuit des longs couteaux, va éliminer la presque totalité des partis qui faisaient partie, la presque totalité des gens qui faisaient partie de la SA, pour que celle-ci soit remplacée par la SS. La SS existe depuis environ les années 1925. Elle s'occupait principalement de la protection d'Adolf Hitler et au fil des années, ils vont avoir de plus en plus de missions, donc des missions politiques, des missions répressives et également le contrôle des futurs camps de concentration. C'est donc en 1935 que Joseph Mengele va obtenir son doctorat en anthropologie de l'Université de Munich. En 1937 que la vie de Joseph Mengele va basculer lorsqu'il va rencontrer le célèbre Ottmar von Verschuur qui, Joseph, va devenir son assistant personnel. La même année, donc en 1937, Joseph Mengele va devenir un membre de la SS. C'est en 1938 que Joseph Mengele va effectuer un service militaire dans les troupes des montagnes. Le 28 juillet 1939, il va donc épouser sa femme qui s'appelle Irene Schonbein. 2 ans plus tard, en 1941, Mengele va obtenir la croix de fer de la 2e classe, puis 1 an plus tard, à peine, donc en janvier 1942, il va intégrer le 5e SS Viking comme médecin au sein du bataillon SS Pionnier. On sait que pendant sa courte carrière militaire, Joseph Mengele va secourir 2 soldats qui étaient coincés dans un char en feu et il va être décoré, encore une fois, de la croix de fer, mais cette fois-ci de la 1re classe et il va avoir également l'insigne des blessés en noir. À peine 6 mois plus tard, soit à l'été 1942, Joseph Mengele va être blessé donc au combat et il va être déclaré inapte à poursuivre sa carrière militaire et va donc être transféré au bureau de Berlin, travailler à l'Institut d'hérédité et d'eugénisme. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'il va rejoindre le docteur Ottmar. Et c'est donc en 1943 que le docteur Ottmar va diriger Joseph Mengele dans un des départements qui était chargé des camps de concentration pour que Joseph Mengele puisse poursuivre ses recherches sur l'hérédité, mais cette fois-ci sur des êtres humains. Il va donc être transféré au camp de concentration Auschwitz et va notamment travailler au bloc 10 qui était financé par le docteur Ottmar.
Le docteur Otmar était un homme qui étudiait la biologie héréditaire et l'hygiène raciale à Francfort. C'était un homme qui s'intéressait vraiment aux facteurs génétiques responsables de la biopalatine, mais également à la fossette du menton. On sait que dès que Joseph Mengele a rencontré le docteur Otmar, ça a tout de suite cliqué, tout d'abord parce que les deux ils s'intéressent à l'hérédité, mais également tous les deux veulent supprimer certaines cellules de l'hérédité qui ne seraient pas, qui n'iraient pas en fonction de ce qu'on attend de la race supérieure. En 1944, Joseph et Irène vont avoir un fils qu'ils vont nommer Rolf. Le camp de concentration Auschwitz voit le jour en 1940, mais c'est seulement 3 ans après son ouverture, soit en 1943, que le docteur Joseph Mengele va rejoindre ce camp-là. Il y a beaucoup de témoignages, évidemment, là, des gens qui ont été secourus, qui se rappellent très bien de Joseph Mengele, et à un moment, ces gens-là, donc les victimes, les séquestrés des camps, ont commencé à appeler Joseph Mengele l'ange de la mort. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils étaient en train et qu'ils débarquaient à Auschwitz, c'était le premier visage qu'ils voyaient. Il y avait Joseph qui était debout bien droit devant eux, les souliers cirés, les cheveux bien placés, le visage très neutre avec un très grand sarrau blanc qui démontrait son intelligence supérieure face à eux. Et d'un simple coup de main, donc il balayait de la main ceux qui choisissaient pour travailler dans les camps, ceux qui choisissaient pour faire partie de ces expériences, notamment des enfants et des femmes, je vous expliquerai plus tard, et ceux qui l'envoyaient directement aux chambres à gaz. À ce moment-là, Auschwitz était l'un des plus gros camps de concentration nazis qu'il y avait, mais également le plus gros centre de mise à mort. Dès son arrivée, Joseph Mengele va faire bâtir le bloc 10 qui se situe en plein milieu du camp de concentration, et c'est dans cette bâtisse-là qu'il va faire toutes ces expériences macabres, ces tortures, enfin, qui n'ont absolument aucunement servi à la science, ni même à son avancée. Par contre, ici, on va se mettre dans sa tête. Donc, Joseph Mengele croyait que les jumeaux représentaient quelque chose de très précieux parce que son but était d'essayer de comprendre leurs gènes pour ensuite pouvoir les modifier et faire en sorte que la race aryenne, donc la race supérieure, puisse avoir plusieurs enfants en une seule grossesse. Donc lui, son but était, enfin, selon ce qu'on pense peut-être, ou selon ce qu'on pensait. On pensait vraiment que Joseph Mengele voulait comprendre ces gènes-là, donc surtout les gènes des jumeaux, pour justement faire en sorte que les femmes de classe supérieure, donc de race supérieure, puissent avoir plusieurs enfants, voire 2, 3 en une seule grossesse. De cette façon-là, ces enfants-là pourraient remplacer plus rapidement ceux qui étaient morts au combat. C'était vraiment une roue qui tournait tout simplement. Les expériences que je vais mentionner sont tirées d'archives, de documentaires, mais également des témoignages des victimes qui ont été rescapées du camp de concentration Auschwitz. Donc on sait que Joseph Mengele, peut-être qu'au départ, il voulait vraiment rechercher les gènes en des jumeaux, mais on sait qu'au fur et à mesure du temps, c'était plus du tout ça, c'était simplement un laisser-aller dans la torture, mais également dans le sadisme. Il faisait beaucoup d'expériences, on ne sait pas pourquoi, donc il pouvait amputer des membres, faire des prélèvements d'organes, il pouvait également injecter ses victimes avec des produits chimiques. Certaines victimes ne savent toujours pas ce qu'elles ont reçu comme produits chimiques dans le sang. Il pouvait également les injecter des produits chimiques dans le dos. Ça rendait certaines personnes paralysées. Alors là, évidemment, ils étaient envoyés aux chambres à gaz. On sait qu'à un moment, Joseph Mengele va décider de coudre 2 frères ensemble par les bras et le dos. Et la gangrène va s'installer. Et je pense, il me semble, si je me rappelle bien, que les jumeaux vont décéder. Il ne faut pas oublier non plus que toutes ces expériences-là étaient faites sans anesthésiant. Donc les victimes voyaient, les victimes savaient et les victimes ressentaient tout ce que Joseph Mengele leur faisait subir. On sait également qu'il injectait du colorant dans les yeux des victimes pour que leurs yeux changent de couleur. Donc il essayait, mais ça ne fonctionnait
pas du tout, là. On sait également qu'à un moment, il y a des femmes hein, qui lorsqu'elles ont été envoyées au camp de concentration Auschwitz, étaient déjà enceintes. Donc, elles ont donné naissance dans le camp de concentration. Et à un moment, dès qu'un bébé naissait, il interdisait la mère de donner le sein à son enfant parce qu'il voulait voir combien de temps un bébé pouvait toffer sans être nourri. Il donnait de la douleur à un des jumeaux pour voir comment le corps de l'autre jumeau réagirait. Parce qu'on le sait, on a toujours dit que les jumeaux sont vraiment intrinsèquement liés ensemble. Donc lui, il voulait essayer de prouver ou de désapprouver cette théorie. Si un des jumeaux tombait malade, il tuait l'autre. On sait qu'à un moment, il y a eu une épidémie de typhus. Et Mengele va donc décider de prendre un bloc qui hébergeait 600 femmes à ce moment-là. Et il va envoyer les 600 femmes dans une chambre à gaz. Il va nettoyer ce bloc-là, puis va envoyer les femmes du deuxième bloc dans le premier, pour ensuite nettoyer le deuxième, et ainsi de suite. Il a carrément envoyé 600 femmes dans les chambres à gaz parce qu'il ne savait pas où les mettre. Il mettait également du phosphore sur la peau des victimes pour voir quel genre de brûlure ça faisait. Et il injectait par intraveineuse également du phénol. On sait qu'il décapitait les têtes des victimes du camp de concentration Auschwitz et les envoyait en Allemagne pour leur faire des expertises. Au fil des années, il y a une rumeur qui va s'étendre autour de Joseph Mengele sur le fait qu'il collectionnait des peaux de tatouages, des tatouages là, sur des peaux humaines, donc des victimes qui étaient décédées. Ça va s'avérer être faux. Et on a également vu ça dans le cas de Irma Grese, qui était une garde de sécurité, elle aussi, à Auschwitz. D'ailleurs, en parlant de Irma Grese, on sait qu'elle et Joseph ont entretenu une relation à court moyen terme là, entre 1943 et 1945. Qu'il faisait travailler les victimes à la mort, donc il rationnait l'eau, il rationnait également la nourriture et la plupart du temps, les victimes n'avaient que de simples bouillons matin, midi, soir ou seulement matin et soir. On sait qu'au fil du temps, donc lors de l'enquête, mais également dans les archives, il y a certains gardes, certains gardes de sécurité qui vont faire passer de la nourriture, mais la plupart des victimes mouraient littéralement de faim et ils s'écroulaient sur le sol. Joseph Mengele injectait du formol, du phénol et de l'acide nitrique sans anesthésie dans l'utérus des femmes pour faire en sorte qu'elles ne puissent pas avoir d'enfants. Donc, ça revient encore à parler de l'eugénisme, évidemment, qui a vraiment, je pense, été l'idée centrale de tout cela. Donc, l'eugénisme va également, justement, on veut éradiquer les mauvais gènes, on veut faire poursuivre les bons gènes, donc on ne veut pas que les pauvres ou encore que les races inférieures se reproduisent. Donc il injectait cela pour justement briser l'utérus ou encore le détruire entièrement pour ne pas que ces femmes-là puissent enfanter. Que Joseph Mengele a également fait la demande pour se rendre au camp de concentration nazi de Auschwitz parce que c'était le plus grand de l'Europe qui comptait pas moins de 2 millions de juifs. Alors, avec cette information-là, on peut vraiment réaliser que Joseph Mengele, son but était d'aller dans l'endroit où il y avait le plus de cobayes humains possible pour faire ses tests, pour faire son étude sur l'hérédité, mais on va se le dire entre vous et moi, c'était plutôt pour torturer par sadisme. Le 25 janvier 1945, Joseph Mengele ne donne plus signe de vie dans le camp de concentration Auschwitz. 2 jours plus tard, le 27 janvier, le camp de concentration est libéré par l'Armée rouge. Et là, évidemment qu'il va y avoir une enquête qui va commencer, les gardes vont être arrêtés, les médecins aussi qui faisaient partie de tous les camps de concentration vont être arrêtés. Par contre, Joseph Mengele, il est parti, on ne le trouve plus. À peine 6 mois plus tard, soit en juin 1945, Joseph Mengele est arrêté par l'armée américaine car ceux-ci recherchent les membres actifs les plus hauts gradés de la SS. Et parmi tous ces membres-là, il est le seul
qui n'a pas le tatouage de son groupe sanguin en dessous du bras, donc il passe carrément inaperçu. Parce que oui, les membres des SS devaient se faire tatouer leur groupe sanguin en dessous du bras pour qu'il soit reconnaissable. À peine un mois plus tard, soit en juillet 1945, on sait que Joseph Mengele va être libéré par l'armée américaine sous le nom de Fritz Ullmann avec de faux papiers. Et il va s'installer à Rosenheim jusqu'en 1949 où il va faire le métier d'ouvrier agricole. Donc, il va vraiment se cacher. Donc, en 1949, Mengele va donc quitter l'Allemagne pour se rendre en Italie et la même année, il va quitter l'Italie pour prendre la mer vers l'Argentine avec une autre fausse identité sous le nom de Helmut Gregor. Lorsque Joseph va arriver à Buenos Aires, en Argentine, il va envoyer une lettre à Irène pour lui demander de le suivre avec son fils, mais celle-ci va refuser. Donc 5 ans plus tard, soit en 1954, Joseph et Irène vont divorcer par correspondance. Irène va donc dire à Rolf, leur fils, que son père biologique est décédé, tout simplement, donc il va cacher le fait que Joseph s'est enfui. Pendant une décennie, donc de 1949 à 1959, on sait que Joseph Mengele va s'installer dans un faubourg de Vicente Lopez et il va travailler comme commerçant dans l'entreprise familiale d'un ami à lui qui était aussi nazi et qui s'était caché en Argentine. Et il va même se rendre à l'ambassade allemande pour obtenir des papiers d'identification sous son vrai nom. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les recherches pour obtenir un procès étaient vraiment focusées sur les hauts gradés de la SS, mais également des hauts gradés là, de ceux qui faisaient partie du parti nazi. Donc on a Heydrich, Himmler, Göring ou encore Rommel. Tandis que le nom de Joseph Mengele était tout au bas de la liste, donc pour l'instant, il n'était pas encore sous le radar. C'est en 1959 que Frank Bauer, qui était le procureur général de Francfort, va finir par se rendre en tout au bas de la liste et il va tomber sur le nom de Joseph Mengele. Son cadavre n'avait jamais été retrouvé dans aucun camp de concentration nazi, il n'avait jamais été déclaré mort non plus, donc il était persuadé que comme plusieurs autres nazis, il était tout simplement en fuite. Lorsque Joseph Mengele va voir dans le journal que Bauer était toujours à la poursuite et que ben là il était vraiment rendu au nom comme Joseph Mengele ou d'autres médecins ou d'autres personnes qui étaient pas mal du même grade que lui, il va réaliser que là ça commence à chauffer, donc il va prendre la fuite. En septembre 1956, on sait que Martha, donc la belle-sœur veuve de Joseph, ainsi que son fils à elle, donc Karl-Heinz, vont rejoindre Joseph Mengele en Argentine où ils vont emménager ensemble et ils vont se marier en 1958. En Argentine, Joseph Mengele va continuer de pratiquer la médecine, notamment des avortements. Et en 1958, donc la même année, il va être interrogé par la police suite au décès d'une adolescente qui s'était fait avorter. Même pas un an après, soit en 1959, Joseph Mengele a vraiment peur d'être repéré suite au fait qu'il a été interrogé par la police. Il veut surtout pas que les policiers fassent le lien entre lui, son visage et le Joseph Mengele qui est recherché. Et il va donc prendre la fuite au Paraguay. Et là, les taux se resserrent parce que en 1969, Adolf Eichmann est arrêté par la police, les services secrets israéliens qui ont continué l'enquête eux aussi avec Bauer et leur enquête, donc les preuves les ont menées en Argentine où il y avait beaucoup de nazis qui s'étaient réfugiés. Évidemment, là, suite à l'arrestation d'Adolf Eichmann, Joseph Mengele va vraiment avoir peur et il va fuir l'Argentine pour retourner au Brésil où il va revoir son ami Hans Rudel, qui était lui aussi à l'époque caché. Et il va faire la connaissance de Wolfgang Gerhard, qui habitait lui aussi au Brésil, qui était lui aussi un nazi qui était caché. Et grâce à lui, il va faire la connaissance d'un couple hongrois, donc Gita Stammer et Giza Stammer, où en 1961, Joseph Mengele va s'installer dans leur ferme de café sous une fausse identité, donc sous le nom de Peter Hochbichlet. On sait également que dans la ferme de café, Joseph Mengele avait fait construire une tour où il s'installait toujours et regardait toute la ferme de café là, avec des jumelles et que les autres employés trouvaient ça très bizarre. Il y avait toujours 6 chiens aussi qui surveillaient
les alentours de Joseph Mengele, les 6 chiens étaient vraiment obéissants envers Joseph Mengele. Et ça va vraiment nous rapporter au camp de concentration Auschwitz, il y avait des chiens. Et Joseph Mengele utilisait les chiens pour faire peur aux victimes de ces camps de concentration-là. C'est vraiment comme pendant plusieurs années, on dirait qu'il va vraiment garder un peu le statut de médecin qu'il avait eu dans le camp de concentration. Et là, on sait qu'à ce moment-là, Joseph Mengele a une 50aine d'années. Ça fait déjà plusieurs années qu'il fuit la justice allemande, qu'il fuit un procès qu'il aurait pu avoir. Il habite dans la ferme de café, il y travaille sous une fausse identité, donc du nom de Peter. Il va vraiment changer de comportement. Au fur et à mesure des années, il va devenir très paranoïaque et très contrôlant. Il va commencer à contrôler l'éducation que Gita et Giza donnent à leur enfant. Il va également devenir très contrôlant en ce qui concerne l'entreprise familiale, donc la ferme de café, comment le couple gère leur ferme. À ce moment-là aussi, on sait que Gita Stammer va devenir la maîtresse de Joseph Mengele. On sait qu'à un moment, Gita Stammer regardait le journal et elle voit la photo d'un homme, évidemment qui est très jeune, mais par contre, le visage de cet homme-là lui dit quelque chose. Et là, soudainement, ce visage-là, c'est tout simplement celui de Joseph Mengele, mais il est juste plus vieux. Alors, elle va donc décider d'aller voir Joseph et de lui montrer la photo en lui demandant « Est-ce que c'est bel et bien toi sur la photo? » Joseph Mengele, pour la première fois en plusieurs années, va avouer, il va dire que oui, c'est bien lui, qu'il se cache et que son vrai nom n'est pas Peter, mais plutôt Joseph Mengele et qu'il est recherché. Gita Stammer va donner une entrevue en 1985 sur cet événement-là et elle va vraiment dire qu'elle n'était pas du tout au courant que Peter Hochbichlet était en fait Joseph Mengele et qu'elle l'a appris seulement lorsque Joseph lui a dit que oui, c'était lui sur la photo. Là, à partir de là, on peut vraiment dénoter qu'une quarantaine de personnes étaient au courant que Joseph Mengele était en fuite. Ils savaient où ils étaient à tel moment où il était aussi. Donc, on sait que Karl et Walburga, donc ses parents, on sait que Karl, son frère, ainsi que Aloïs, donc son frère cadet, savaient où il était. Aloïs est malheureusement décédé, là, très jeune, là, si je me rappelle bien. Irène, son ex-femme, elle savait où se cachait Joseph Mengele. Hans Sedmer, l'avocat de la famille, savait où Joseph se cachait parce que c'était lui qui allait prendre les lettres que Joseph Mengele envoyait à sa famille et les envoyait en main propre, donc à la famille Mengele. On sait que Karl-Heinz, donc son neveu, savait également où se trouvait Joseph Mengele, puisqu'il l'avait accompagné avec sa mère en Argentine, évidemment. Par contre, je crois que plus tard, le couple n'a pas fonctionné là, entre Martha et Joseph Mengele. Et il me semble que Martha a déménagé en Suisse avec son fils. On sait qu'en 1972, la santé physique et mentale de Joseph Mengele va vraiment se détériorer avec le temps. 4 ans plus tard, il va faire un accident vasculaire cérébral. Et c'est là qu'on va lui diagnostiquer de l'hypertension et une infection de l'oreille qui perturbait vraiment son sens de l'équilibre. On sait qu'en 1979, soit 3 ans plus tard après son diagnostic, il n'y a vraiment plus rien qui fonctionne avec la famille Stammer. Il y a beaucoup de chicanes. Joseph Mengele devient de plus en plus paranoïaque, contrôlant, et Joseph va décider de quitter la famille Stammer pour aller s'installer à Eldorado, toujours au Brésil, mais cette fois-ci dans un quartier très pauvre où il va passer inaperçu. De 79 à 85, Joseph Mengele va s'installer chez Wolfram et Liselotte Bossert. Et au fil des années, Joseph Mengele va rencontrer d'autres nazis. Au fur et à mesure du temps, on sait aussi que Joseph Mengele va engager des femmes de ménage pour prendre soin de sa maison. Et à un moment, il va se lier d'amour, peut-être, c'est un peu vague encore, là, mais il va se lier d'amour ou encore une relation là, avec l'une de ses femmes de ménage. Et il va demander à sa femme de ménage d'emménager avec lui. Et en contrepartie, sa femme de ménage va lui demander de l'épouser. Et là, Joseph Mengele va refuser d'épouser cette femme et il va lui dire qu'il ne peut pas mentionner pour quelle raison. Et c'est là qu'on se retrouve le 7 février 1979 sur la plage de Bertioga au Brésil. On a Wolfram Bossert ainsi que Liselotte Bossert qui est le couple qui accompagnait Joseph Mengele à la plage. Lorsque Joseph est dans l'eau, il va faire un malaise et va décéder malheureusement. Oui, je dis malheureusement parce qu'il n'aura jamais été jugé pour tous les crimes et les meurtres qu'il a commis.
On sait que l'instigation de Francfort va intercepter à un moment donné une lettre qui provient du Brésil, puis ils vont l'ouvrir et vont tomber sur une lettre qui était écrite par Wolfram Bossert. Je crois que cette lettre-là appartenait à la famille Mengele pour mentionner que Joseph Mengele était décédé. Et ceux-ci vont se rendre au Brésil pour perquisitionner la maison des Bossert. Et c'est vraiment là qu'ils vont trouver énormément de preuves que Joseph Mengele a déjà habité là, notamment des lettres, des vêtements, bon, etc., des papiers d'identité. Et les policiers vont demander à Wolfram et Liselotte où est situé Joseph Mengele. Il est décédé, mais où est-il? Et c'est là que le couple va emmener les policiers, donc, où on avait enterré Joseph Mengele sous une fausse identité. On sait que les restes de Joseph Mengele vont être exhumés le 6 juin 1985 pour évidemment effectuer des tests d'ADN pour savoir si c'est bel et bien le même homme. Et les tests vont révéler qu'il y a une forte probabilité qu'il s'agissait effectivement du corps de Joseph Mengele. C'est donc en 1992, donc 7 ans plus tard, là, que tous les doutes vont être révélés. Après une analyse génétique, le corps qui a été exhumé en 85 était bel et bien celui de Joseph Mengele. La famille Mengele va refuser d'avoir les restes et les restes vont être envoyés à l'Institut médico-légal de Sao Paulo. Qu'est-ce qu'on peut dire de Joseph Mengele après avoir entendu son récit? Est-ce qu'on peut vraiment dire que Joseph Mengele était un réel monstre? C'est bien ce qu'on aime se dire. Mais pourtant, Joseph Mengele n'était pas un monstre puisque après la Seconde Guerre mondiale, on ne dénote aucun comportement violent, aucune torture sur aucun autre être humain et encore aucun comportement sadique via un autre être humain. Mis à part l'avortement raté de la jeune adolescente, par contre, on n'a aucune preuve quant à sa réelle cause de décès. Finalement, qu'est-ce qu'on sait de Joseph Mengele? On ne sait pas grand-chose sur sa psychologie. Malheureusement, il n'a jamais été arrêté, il est décédé bien avant. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que malgré tout, au travers de ses comportements, il a grandi dans un climat de guerre, il a évolué dans un climat de guerre également, et que ce climat de guerre-là avait des idéologies radicales et très racistes. Et je crois que cette politique-là va donner un effet de foule qui va dominer beaucoup trop longtemps et qui va tuer des millions de victimes innocentes. C'est sûr qu'un de mes projets de vie est vraiment d'aller visiter le camp de concentration Auschwitz pour vraiment m'imprégner de ce qui s'est passé, vraiment m'imprégner de ce qui s'est produit, mais également de ce que ces gens-là ont pu ressentir. Évidemment, on va quand même se trouver très loin de ce qu'ils ont ressenti. Nous, aujourd'hui, dans notre petite vie, dans notre époque, dans nos petites baskets, on peut vraiment pas s'imaginer ce qu'ont subi ces victimes-là, mais on peut essayer de s'en approcher, de s'en imprégner justement pour ne pas les oublier. Je sais que le sujet de Joseph Mengele et encore de la Seconde Guerre mondiale et des camps de concentration nazis ont été largement et longuement abordés sur YouTube, mais je tenais moi aussi à le faire parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut jamais oublier ce que les victimes ont subi et j'ai regardé un documentaire, je crois que c'est de 5 minutes, là. On fait une petite visite très rapide du camp de concentration et on voit des milliers de chaussures, des milliers de chapeaux, on voit des milliers de valises et ça crée un petit pincement au cœur lorsqu'on voit toutes ces milliers de chaussures-là et qu'on voit des chaussures de bébés, des chaussures d'enfants qui ont été laissées à l'entrée du camp de concentration et que par la suite, elles n'ont jamais été reportées. J'espère que ce sujet vous a intéressé, j'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez également aller faire un tour sur la chaîne Les Histovores, c'est celle de mon cousin Dominique. Je suis très contente, je suis très fière de lui. Et également, il écrit les capsules, donc c'est le rédacteur de la chaîne L'Histoire nous le dira. Je vous souhaite donc une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux qui vous entourent. Ciao, ciao! Une fois, merci Kat pour cette invitation et merci à tous de l'avoir regardé. Allez, ciao!